Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir une partie extraordinaire, aussi magnifique qu'instructive, jouée au championnat des États-Unis qui se déroule en ce moment. Et c'est amusant parce que dans ma dernière vidéo, je vous ai montré une partie de Bobby Fischer qu'il a gagné pour marquer le seul et unique 11 sur 11 de l'histoire du championnat des États-Unis. Et depuis quelques années, il y a un prix de 64 000 dollars pour celui ou celle qui renouvellerait l'exploit, que ce soit dans le championnat des États-Unis mixte ou dans le championnat des États-Unis féminin. Et Carissa Yip, aujourd'hui, au moment où j'enregistre, elle est en tête du championnat des États-Unis féminin avec 8 sur 8. Elle a donc plus que 3 parties à gagner pour remporter ce prix Bobby Fischer de 64 000 dollars en plus du premier prix pour le titre, évidemment, qui est déjà bien doté. Donc là, c'était la 5e ronde. Elle a les noirs face à celle qui reste encore pour quelque temps la seule et unique grand maître international féminin états-unienne, Irina Krush qui ouvre par C4 et Carissa répond G6. Tout le tournoi, elle n'a joué pour l'instant que des petits systèmes, que ce soit avec les blancs, avec les noirs. Donc, qui dit petit système dit pas forcément totalement correct, mais ça maximise les chances de gain face à des adversaires qu'elle considère, et visiblement avec raison, moins fortes. Donc, quel est ce 3 Fou G7, D4. Ici, on pourrait jouer D6 et sur E4, cavalier F6 et transposer dans la défense est-indienne qui est quand même une ouverture avec une meilleure réputation que ce qu'a choisi Carissa, à savoir C5. Incitant D5, on pourrait avoir des espèces de Benoni, voire Gambibenko, mais pas du tout. Carissa a choisi Fou prend C3, un coup évidemment extrêmement ambitieux qui donne la paire de fous, qui donne le fou du Fianchetto, pourtant un attaquant important, mais aussi et surtout peut-être un défenseur du petit roc noir ultra important. D'habitude, ce sont les blancs qui essayent d'échanger le fou du Fianchetto quand les noirs le font, et là on le donne pour seulement un cavalier. Cela dit, il y a des avantages. Par exemple, si on compare avec la défense Nimzovich, la Nimzo indienne, ici, donc rien à voir, le pion est en E6, mais on joue fou B4, et par exemple sur A3, on est très content d'échanger, et parfois dans ces ouvertures, on va faire C5, et ensuite on va faire D6, et ensuite on va faire E5, et on serait très content que les blancs jouent D5. Donc là, on retrouve plus ou moins la même structure, même plutôt plus que moins d'ailleurs, euh, et on n'a pas perdu de temps à jouer E6 puis E5. Parce que, comme vous allez le voir, elle va jouer E5 en un seul coup. C'est un coup assez rare, mais qui va sûrement être de plus en plus fréquent parce que c'est, d'après l'ordinateur, le meilleur coup. Et ça a été joué notamment par Magnus Carlsen par transposition, mais il a obtenu la position qu'on va voir dans la partie. À mon époque, moi qui suis vieille, on considérait que le meilleur coup dans cette position, c'était F5 et ça portait un nom mémorable, à savoir, on appelait ça l'ouverture ptérodactyle. Ça faisait partie de ces ouvertures que les maîtres et grands maîtres adoraient jouer contre, par exemple, des joueurs de club à 2000, 2100, 2002, voire 2003 pour gagner avec les noirs. Pourquoi? Parce que c'est des ouvertures système que les grands maîtres pouvaient maîtriser très bien, et comme c'était très très rare, il y avait très peu de données dans les livres, alors que maintenant le problème, c'est que n'importe qui avec l'ordinateur peut trouver quelles sont les meilleures lignes, les lignes les plus critiques. Donc d'abord, quelle est cette idée qui paraît du grand n'importe quoi? On joue dans l'ouverture, G6, fou G7, on donne le fou contre un cavalier, on joue C5, on joue F5, ça n'a l'air d'avoir aucun sens. Imaginons juste un instant des coups de développement normaux pour les blancs pour mieux comprendre le système et pour mieux comprendre aussi sa réfutation. Donc imaginons cavalier F3, on met la dame en A5, attaque une des faiblesses qu'on a créées. Dame C2, c'est le coup typique. On joue D6, on pourrait commencer par cavalier F6 aussi. Admettons que les blancs fassent G3. On fait cavalier D7 ou cavalier F6. Leurs deux coups n'a peu d'importance. On va se développer comme ça. Les blancs, admettons qu'ils roquent. On met le cavalier en B6 pour taper ici.
Et par exemple, sur cavalier D2, il y a plusieurs idées. On peut jouer fou-là, fou-là. On peut parfois jouer la dame en A6 pour taper là-dessus. Et on peut même proposer l'échange de dames. Et donc dame A4, c'est le meilleur coup d'après l'ordinateur. Mais même juste pour montrer, s'il y a besoin, on joue fou D7 grand roc. Et c'est très difficile de trouver le moindre plan pour les blancs. Et donc ça, il y a eu d'innombrables parties avec les grands maîtres qui battent des bons joueurs, mais donc moins forts. Donc sur F5, qu'est-ce qui pose problème? En fait, les blancs doivent comprendre que s'ils jouent normalement, ils risquent de se retrouver mal, ou en tout cas sans plan. Peut-être pas mal d'après l'ordi, mais mal en pratique humainement. Donc il faut jouer ultra agressif tout de suite. Il y a deux grandes idées. La première, c'est qu'on peut jouer E4 et surprise F3 en mode Gambit. Ici, l'acceptation du pion serait déjà perdante. Les blancs vont simplement reprendre. Je fou D3, je dame C2. Il y aura des histoires de sacrifice. Et là, les noirs vont vraiment regretter d'avoir donné leur fou du fianchetto. Sur F3, les noirs peuvent résister s'ils connaissent le meilleur coup, à savoir E5. Et là, c'est les blancs qui doivent continuer à ne pas prendre. Parce que s'ils prennent, il y a le fameux dame H4 échec. Et sur G3, dame prend E4 échec, fourchette. Donc sur E5, la partie continue, mais ça reste très avantageux pour les blancs. On peut jouer cavalier H3, même continuer à donner le pion et jouer en mode agressif en gambit pour réfuter l'ouverture noire trop ambitieuse. L'autre coup après F5, c'est H4. Bim, on envoie. Et sur cavalier F6, H5. Bim, on envoie. Et sur cavalier prend H5, bim, on envoie à nouveau. Et sur G prend H5, bim, on envoie toujours et encore. On menace dame prend H5, alors on a une qualité de moins, et même un pion et peut-être deux, mais une trop grosse attaque sur le roi qui n'a plus de défenseur, ni pion, ni pièce, plus personne pour les défendre, et c'est un gagnant pour les blancs. Donc sur H5, le seul coup pour les noirs, c'est tour G8. Évidemment, ça fait pas spécialement envie. On peut ouvrir la colonne. Il y a même le coup de D6 qui est intéressant d'après l'ordinateur. Mais whatever, on s'est déjà assez éloigné de la partie. Et donc on va revenir au coup joué par Carissa, à savoir E5. Donc c'est un coup très ambitieux. L'idée c'est quoi? L'idée c'est d'obtenir une espèce de structure vieille Benoni / Est indienne avec C5, dans laquelle on aurait donné notre mauvais fou. On a souvent cette structure avec le pion qui va venir en D6 et donc le fou de case noire qui est ultra mauvais. Et ici, on l'a donné, et en plus, on l'a donné en doublant les pions blancs, ce qui fait qu'ils ont plus le jeu habituel à l'aile dame avec A3, B4. C'est vraiment quelque chose de très ambitieux. On peut se poser la question de savoir si les blancs peuvent réagir de la même manière que sur F5, que sur la ptérodactyle, à savoir en jouant H4. Ça a l'air pas mal, ce D6 H5. Mais là aussi, la bonne idée pour les blancs, elle est connue. Elle était même connue avant les nouveaux ordinateurs. On va jouer le surprenant H6. Bon, il y a des idées de G5 peut-être un jour, donc les blancs prennent. Et puis normalement, on est très content d'avoir ouvert la colonne H, échangé le pion H contre un pion F. Donc le roi noir est au centre et n'a plus de pion F. Il y a cette pression sur le pion H6, donc ça a l'air génial pour les blancs. Et en fait, il y a une manœuvre très intéressante de dame. On va mettre la dame sur sa meilleure case, à savoir la case G7. On met la dame en G7. Ensuite, on se développe qu'elle est D7. Potentiellement, ce cavalier en F6, voire l'autre. On pourra faire du G5 un jour. On se rend compte qu'on a tous nos pions sur case noire et le fou de case blanche. C'est magnifique. Et même, il y a des idées parfois de roi D8, roi C7. Spoiler encore, on va le voir dans la partie sur roi D8, roi C7. Donc très brièvement, juste une partie là que j'ai du championnat du monde de Blitz entre deux grands maîtres, où les noirs ont gagné assez facilement. Ils ont mis tous leurs pions sur case noire et pris l'avantage comme ça, H5, et bon, c'était déjà gros avantage d'après l'ordinateur. Ok. Dans la partie sur E5, l'expérimentée Irina Krush, un grand maître quarantenaire, a joué E4. Très bien, D6, et donc par transposition, on a cette position que Magnus Carlsen a eu plusieurs fois qu'avec les pièces noires. Notamment face à Duda, qui lui a joué un coup très intéressant, mais peut-être pas terrible. Donc,
avec les blancs, on peut se rendre compte que si on joue normalement, c'est ce qui va se passer dans la partie, des coups comme fou d3, on risque de se retrouver dans une position... Alors on aura toujours l'avantage d'espace, et donc on sera toujours pas mal d'après l'ordinateur, mais on va manquer de plan, parce qu'on n'a plus le fameux A3, B4 qu'on a tout le temps dans les structures similaires normalement, d'Est indienne, de vieille Benoni, etc. Benoni tchèque, etc. Donc, si jouer tranquillement, ça va pas, on peut vouloir jouer dynamiquement. Pour ça, il y a deux coups, il y a H4, mais ça, on connaît la recette. On joue Dame E7 par exemple, sur H5, on joue H6, sur prise, on va jouer Dame G7, etc. etc. Bon, donc ça, on connaît. Et l'autre coup, c'est F4. Du point de vue purement structurel, c'est n'importe quoi, ce F4. Parce que les noirs prennent, les blancs prennent, et du point de vue purement structurel, j'insiste, les blancs se sont créés une case faible en E5, ont un pion arriéré en E4 et ont toujours le mauvais fou. Donc bref, il n'y a rien qui va du point de vue de la structure. Mais évidemment, il n'y a pas que la structure qui compte au jeu d'échecs. Et si jamais les blancs arrivent à jouer E5, bah, tout ce que j'ai dit sur la case forte, sur le pion arriéré, n'existe plus, et les blancs peuvent être gagnants très vite. Et c'est difficile de contrôler la case E5, parce que cavalier D7, il faut prendre D6. F6, alors c'est un coup qu'on voit parfois dans cette structure, mais là, ça serait quand même un peu too much. Mais Magnus avait un coup très profond stratégiquement. J'aime beaucoup. Il veut mettre la dame en E7, mais avant ça, il passe par H4. On voit ça parfois même dans des gambits du roi. Ou même B3 au premier coup. J'ai déjà vu ça, couleur inversée aussi. On fait un petit échec. On sait que notre case d'arrivée c'est là, mais on veut provoquer, on veut forcer les blancs à jouer un mauvais coup. Soit G3, soit fou G3. Donc, sur G3 déjà, on revient avec la dame en E7. Par exemple, fou D3, cavalier D7, cavalier F3, cavalier F6, petit roc, cavalier G4. C'est une partie qu'on suit, fou C2, F6, et donc les blancs vont regretter de ne pas avoir la cage G3 à disposition, d'avoir aussi, ça crée des affaiblissements. Et donc par exemple sur fou A4, il y a eu roc, prise, et donc un moment dans la partie, les noirs ont joué G5, le fou ne pouvait plus revenir là, et les noirs ont pris possession de la case 5, et donc là c'est exactement le mauvais scénario que je disais, c'est juste les blancs qui sont créés un pion arriéré, les noirs qui ont profité de la case 5, et c'est gros avantage noir, les noirs ont gagné cette partie. Douda, il a joué sur dame H4 échec, fou G3. Ça a l'air moins affaiblissant. On peut se dire, ben, le fou qui sont en F4 ou en E7, ça change rien. Non, en F4 ou en G3, ça change rien. Et bien si, ça change tout. Dame E7, cavalier F3, cavalier D7, on se développe. Et ici, cavalier H6, le coup qui n'aurait pas été possible si le fou était resté en F4. Et donc Douda là, a compris que s'il jouait tranquillement, il allait se prendre F6, ensuite cavalier F7, ensuite bon, petit roc, cavalier E5, etc. Et c'est vraiment pas le genre de position qu'on veut avoir face à Magnus Carlsen, où on a une mauvaise structure, il a une structure saine, et il peut nous torturer pendant des heures, même si d'après l'ordi, tout va bien, t'inquiète. Et donc, Douda a voulu jouer dynamiquement en essayant de faire marcher E5, mais bon, ça marchait pas du tout. Il a juste sacrifié un pion pour rien et il a perdu assez rapidement. Ok. Donc, Irina Crush, elle, a décidé de jouer normalement, mais comme ça, vous comprenez mieux cette ouverture et peut-être d'ailleurs que ça vous a donné envie de la tenter avec les noirs. Donc, elle a joué fou D3, cavalier D7, cavalier E2, dame E7. Les noirs se pressent pas de roquer, on va voir pourquoi. Dans cette position, Carissa a joué H5. Pourquoi pas cavalier F6? Mais il ne faut pas oublier que on a donné notre fou du fianchetto. Et donc, roquer, c'est pas forcément la super idée. On peut se prendre par exemple fou H6, tour 8, dame D2. Et ici, tranquillement, les blancs vont monter une attaque. Il n'y a pas de contre-jeu à l'Aldam, dans tous les cas. Donc, tranquillement, les blancs vont préparer G4, cavalier G3, un petit coup d'amélioration du roi, H4, H5, et en fait, on est juste mat, sans aucun espoir de contre-jeu un jour.
Donc ça serait totalement perdant de jeu comme ça. À la place, elle joue H5, elle prend de l'espace et c'est la meilleure idée. Il y a eu, il y a eu une partie qui s'est poursuivie par H3, partie de Kasgalayev avec les noirs. Donc peut-être que Carissa avait fait bien ses devoirs et elle connaissait. Je vais vous la montrer vite fait. Cavalier H6, F4, F6. Le fameux, maintenant on a l'habitude de ce F6, on met tous nos pions sur casse noire. Et sur F5, G5 et Murtas a fini par l'emporter face à un autre grand maître. Et lui aussi, il a appliqué le plan roi D8, puis roi C7, etc. Et il a gagné une belle partie instructive typique de cette variante. Donc, sur H5, Irina a choisi A4. Elle prend de l'espace à l'aile dame, elle veut faire A5, fixer le pion en B7, et du coup, si le pion en B7 est fixé, on peut l'attaquer, il ne peut plus s'échapper. Et s'il faut le protéger par le fou, on ne peut pas se développer avec la tour, etc. Et donc, on comprend pourquoi Carissa a choisi A5. Certes, ça crée le pion arriéré et puis bien fixé en B7, et puis évidemment, il va aller en B6, mais au moins, ça garde les colonnes fermées. Donc, il y a eu tour B1 et le fameux roi D8. Bon, nous, on le connaît, donc pas de surprise. Elle joue roi D8 pour aller en C7, pouvoir balancer à l'aile roi, et le roi sera en sécurité, comme on va voir, relative. Fou E3, roi C7, tour B5, H4, on prend de l'espace. Ici, je vois que l'ordinateur conseille le coup H3, mais humainement, c'est toujours difficile de jouer H3 quand on se fait attaquer, surtout quand l'adversaire n'a pas roqué, parce que un jour, on sait qu'on va se prendre G5 et G4, et ça va venir avec l'ouverture de colonne. Donc là, certes, on n'a pas forcément toujours envie de laisser au noir la possibilité de jouer H3 elle-même, mais on pourrait répondre G3 et au moins tout serait fermé. C'est toujours compliqué de savoir, est-ce qu'il faut pousser les pions devant son roc? En général, non, mais parfois il y a des exceptions. Mais là, bon, je suis vraiment pas fan et l'ordinateur dit que c'est des coups équivalents, mais bon, bref, H3, c'est pas un coup qu'un grand maître ou qu'une grand maître en l'occurrence a super envie de jouer. Donc dame D2, il y a eu tour A6, prépare la poussée B6 qu'elle va devoir faire parce que là, évidemment, tour prend B7 est dans l'air. Donc, il faut mettre l'option B6. Il est bien défendu. Et puis, on peut continuer tranquillement notre jeu à l'aile droite. Donc, c'est une position on ne peut plus fermer. Parfois, on me pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une position ouverte? Qu'est-ce que c'est qu'une position fermée? C'est très simple. Une position ouverte, c'est une position dans laquelle il y a plein de colonnes et de diagonales ouvertes. Une position fermée, c'est l'inverse. Ici, on voit, à cause de tous ces pions qui sont bloqués, il n'y a pas de colonne ouverte. Il y a une colonne semi-ouverte ici pour les blancs, qu'elle occupe très bien, mais c'est tout. Et les fous, on voit le fou blanc, surtout celui-là, il tape sur ses propres pions, et puis celui-là, il tape sur les pions noirs, et c'est pas forcément beaucoup mieux non plus. Donc pas de colonne ouverte, pas de diagonale ouverte, c'est une position ultra fermée. Donc ok, B6 était nécessaire pour éviter tour prend B7, il y a eu F3, F6, et à partir de là, il va y avoir des petits coups de manœuvre. L'ordi affiche 0-0. Peut-être sans surprise. On se dit, bah oui, c'est tout fermé, les blancs font rien, les noirs font rien, match nul, donc 0-0, c'est normal. Humainement, les noirs sont mieux. Pourquoi? Ça, c'est très important comme concept. Dans les positions fermées surtout, soit on peut gagner qu'en améliorant nos pièces. Donc par exemple, s'il y avait un gain où les blancs améliorent leurs pièces, font un sacrifice en force et gagnent, d'accord, les blancs sont gagnants. Mais si on ne peut pas gagner en faisant que de l'amélioration de pièces, il faut forcément passer par une rupture de pion. Qu'est-ce que c'est une rupture de pion? C'est quand on pousse un pion qui propose des échanges, en général de pions du coup, qui changeraient radicalement la structure. Par exemple, ici, F7, F6, évidemment, c'est pas une rupture. Mais si un jour on fait F5 ou si un jour on fait G4, là, ça va changer radicalement la structure. Et ce sont les noirs qui disposent de seules ruptures. Parce que G3, tant que le roi est là, il n'y a aucun monde où les blancs ont envie de le faire. Même si le roi blanc, il aurait le temps de faire le tour jusqu'ici, est-ce qu'on a vraiment envie de faire G3 avec les blancs? Pas sûr du tout.
F4, bon, ça paraît compliqué. Alors que F5 et G4, les noirs peuvent préparer ces ruptures. Et en général, c'est donc le camp qui dispose des ruptures qui est mieux. Ok, donc cavalier C1, dame G7, cavalier B3, cavalier E7, fou E2. Et là, elle a fait des va-et-vient, ce qui est une bonne idée quand on voit que l'adversaire n'a pas d'idée, on n'est pas forcément pressé. Mais l'autre idée, c'était de transférer le cavalier jusqu'en F4. Là, par exemple, H3 est le seul coup parce que sûrement qu'on menaçait G4 maintenant. Donc sur H3, alors on peut continuer les manœuvres, peut-être mettre le cavalier là, peut-être préparer F5, justement la fameuse rupture un jour. Donc c'est aussi possible d'y aller directement avec le cavalier. Mais sur fou e2, elle a joué roi d8, fou f2, le cavalier est venu là, puis finalement elle revient, elle met la dame en H7, elle prend tout son temps, et maintenant elle y va, la fameuse rupture F5. Si on veut jouer pour le gain, ça passe forcément par un changement radical de la structure. Donc F5 montre ses ambitions, aucun complexe face à la grand maître américaine. E prend F5, cavalier prend F5. Bon, évidemment, il n'y a pas fou d3, top tactique, cavalier prend F3 échec, abandon. Donc il y a eu cavalier G4, H3, excellent coup pour provoquer des affaiblissements. Maintenant que le pion F3 est affaibli, tour F8 en face du roi, donc roi G1 normal. Et là, l'ordinateur voit un coup magnifique, enfin le coup en lui-même, je pense qu'elle y a pensé, mais c'est toute la suite qui est extraordinaire. C'était E4 qui gagnait en force. Bon, F prend E4, quelle est l'idée de l'ordi? Cavalier prend G3, chelou, fou prend G3, dame prend E4. Quelle est l'idée incroyable de l'ordi? Bon, on menace mat, ça d'accord. Sur fou F1, il y a un dame prend G4, ça d'accord. Et sur fou D1 qui continue à protéger le cavalier G4, est-ce que vous voyez comment on fait échec et mat en 2 coups seulement? Dame H1, roi prend H1, tour F1, échec et mat. Donc là, ça aurait été le prix de beauté, mais je crois aussi que si elle avait fait 100% en gagnant des parties comme ça, quelqu'un lui aurait fait les poches, enfin l'arbitre, j'espère, et elle aurait été accusée de triche. Mais évidemment, c'est pas une variance humaine, ou alors, bon, faut vraiment être un super grand maître au top de sa forme pour voir ce E4 et toute la combinaison avec dame machin comme pointe qui justifie E4. Donc elle a joué cavalier E7, un coup plus humain, mais qui rétablit l'égalité. Fou E3, dame G6, cavalier F2. Et là, elle a joué le coup E4 que l'ordi, qui est le deuxième meilleur coup de l'ordi, et que l'ordi trouve objectivement perdant, donc on va pas négocier avec l'ordi, c'est un coup perdant qu'elle a joué. Mais humainement, c'est très intéressant, et puis bon, c'est amusant, c'est le coup que l'ordi conseillait quelques coups avant, mais qui était injouable. Et la meilleure variante, d'après l'ordi, elle est, bon aussi, vous allez la voir, mais je pense introuvable pour un joueur humain. Donc il y a eu l'ordi joue cavalier F5, tape sur le fou, fou D2. Où est-ce qu'il veut aller avec son cavalier? Et ben en H4, ok, et surprise, et ben il reprend, et sur cavalier G4, par toutes les menaces, et ben maintenant encore ce fameux E4, et là tout explose. Le pion F3 va sauter, le cavalier va sauter, bon c'est totalement gagnant pour les noirs. Et on voit que les pièces blanches sont entassées à l'aile dame et tapent sur un mur et donc ne servent à rien. Ok. Bon, c'était là encore un peu trop computeresque si je peux me permettre et donc elle a joué E4 pour activer ses pièces. Et il y a une super idée très profonde. Et donc là, Irina, heureusement, s'est trompée et a permis à Carissa de montrer son idée. Le coup de l'ordi, c'était de prendre avec le cavalier. Et là, sûrement, ce qui l'embêtait, c'est que les joueuses avaient calculé, c'était G4. Et là, l'ordi, bon, vous allez voir comment il se défend. Et c'est pour ça que, pour moi, E4, humainement, mérite un coup intéressant, en tout cas, et sûrement pas une gaffe. Bon, mais face à l'ordi, on perd, d'accord. Comment l'ordi gagne? Il joue fou D3. Et sur cavalier E5, tape sur le faux quand même, il s'en fiche, tour prend B6, et sur cavalier prend D3, il joue dame B5, bon, ça va rappeler un peu la fin de la partie, et donc par exemple sur G prend F3, il prend A6,
Et sur dame prend E4, bon, il y a tout donné. Et là, il y a une idée pour gagner. Si on peut perdre avec les blancs, par exemple. Si on fait échec, ça, on prend sur échec, on est tout content. Ouais, mais maintenant, on n'a plus d'échec et on abandonne. Et leur dit, bon, bah lui, il se trompe pas. Il fait tour C6 échec, seule idée pour gagner. Sur dame B6, vous avez vu que peut-être c'était encore gagnant, mais pourquoi c'est gagnant? Bah parce qu'il répète, seul coup pour ne pas perdre. Et ici maintenant, il joue tour C6. Et bah, ça gagne. Et, donc par exemple, sur cavalier prend, dame prend. Et sur roi D8, on prend pas, ça perdrait, mais la pointe, c'est fou G5. Bon, bravo l'ordi, t'es trop fort, mais évidemment, jouer cavalier prend E4 en ayant vu fou G5, bon, là encore, c'est juste surhumain. Et donc, c'est pour ça que le coup E4, je le qualifie de coup intéressant et en aucun cas de gaffe, vu qu'on analyse une partie entre joueuses humaines, même si Carissa Yip a une perf à plus de 3100 dans ce tournoi. Ok, prise en E4 du pion donc a été jouée, et là l'idée c'est de sacrifier la qualité, tour prend F2, sur fou prend F2, dame prend E4 et le roi est dans la sauce, donc roi prend F2, courage fuyons, prise en E4, prise en G5, petit échec, dame 1, donc vous voyez la jauge, 0-0, mais évidemment c'est pas du tout une partie nulle, c'est une partie où on dit les trois résultats sont possibles. On a le cavalier en l'air, le coup normal serait donc de le bouger, mais pas du tout, dame prend H2, on joue pas comme ça, on sacrifie tout, fou prend E7, dame prend G3 échec. Si le roi va sur la première rangée, on joue H2, et du coup compliqué, sur roi C2, au minimum, on peut jouer dame E3, fourchette entre les fous. Donc elle a joué roi D2, échec, roi C2, échec, roi B3, le roi s'est bien caché, j'avais mentionné tout à l'heure l'idée que le roi se cache, dans la partie il s'est bien caché à l'aile dame. Dame prend E7, enfin bien caché pour l'instant. Dame prend E7, et du coup si on fait un petit point matériel, les noirs ont un cavalier et un pion contre une tour, donc un pion pour la qualité. Mais évidemment, la position reste assez fermée. En tout cas, là, les pièces lourdes sont triplées ici. Bon, il préférait maintenant qu'il y a plein de colonnes ouvertes être plutôt de l'autre côté de l'échiquier. Et le pion, il est passé en H3. Et en plus, le cavalier dans ces positions où beaucoup de choses vont se passer par là, il est quand même pas mal. Et notre fou qui reste, c'est le bon fou, tandis que le fou qui reste au blanc, c'est le mauvais fou. Donc tout ça fait que, perso, je préférais avoir les noirs, même si je vois que l'ordi affiche plus 0,30 sur le meilleur coup, à savoir fou G4, ok. Il y aura 3 dans la partie, donc le roi a fini sa fuite là, sa fuite à Vincennes. Dame H4, fou D3, petit coup de dame G3, fou F1, dame H4 revient, fou D3, et là, on peut répéter évidemment, mais bon, même si l'ordi affiche 0-0-0 et que probablement Carissa sentait que c'était match nul sur un jeu parfait, vous avez bien compris qu'elle est du genre à jouer pour le gain dans toutes les positions. Et jouer pour le gain, ça passe pas vraiment par H2, parce que H2, il y a juste tour H1 et le pion va être perdu. Donc à la place, elle a calculé une combinaison fantastique. Et là, il faut être sûr de soi. Parce que donc on peut répéter le coup, faire match nul, elle aurait été en tête avec, je crois, 4,5 sur 5 du coup. Elle fait match nul avec une grand maître avec les noirs. Irina Krush, en plus, elle est super respectée aux États-Unis parce qu'elle est octuple championne des États-Unis. Donc, perso, je pense que j'aurais répété les coups. Et ben voilà, on a fait une bonne partie, c'est intéressant. On peut analyser. Et puis, place à la suivante. Carissa, elle n'est pas comme ça. Elle joue cavalier E5. Ultra dangereux parce que certes, ça tape sur le fou, mais ça autorise tour prend B6. Irina s'est pas faite prier, elle a joué tour prend B6. Seul coup pour ne pas être perdant, cavalier prend D3. Mais maintenant, la dame vient en B5 et ça a l'air totalement gagnant. On menace dame C6, on menace aussi tour prend A6, on menace éventuellement tour B7. Surprise, il y a juste prise. Sur roi D7, dame C6 et c'est terminé. Sur roi D8, dame prend D6 avec échec et ensuite la tour rentre. Et sinon, on perd le fou, on a trop de matériel en moins et on va se faire mater. Surtout, c'est plus ça qui est problématique.
Donc ici, ça a l'air totalement foutu, mais il y a un super coup qui sauve la mise. Et évidemment, il fallait l'avoir vu au moment où on a refusé la répétition de coup. Ce super coup, c'est cavalier B4. Chelou. Mais ça marche. L'idée, c'est que en cas de capture, peu importe du pion ou même de la tour, on prend sur échec, le rat bouge, et maintenant, c'est plus protégé, et donc on peut prendre en B6, et là, on gagne tout de suite. Mais ok, la prise n'est pas forcée. La prise en B4 n'est pas forcée. Dans la partie, il y a eu tour prend A6, et c'est enfin l'erreur finale de la partie. L'ordi trouvait encore un coup pour annuler. Bon, là encore, c'est incroyable. Donc, c'est pour ça qu'en pratique, elle a eu évidemment raison si elle a vu cavalier B4, il fallait jouer cette variante. Mais face à l'ordi, ça n'aurait toujours pas suffi. L'ordi annule par tour F1. Bon. On peut tenter le petit échec déjà avec les blancs. Avec les noirs, je veux dire. Ça évite que le cavalier soit en prise. Et en plus, ça force les blancs à jouer roi A2. Vu que sur un autre coup, après tour prend B6, la dame est clouée. Donc tour F7, fou D7, et ça va gagner, par exemple, tour F7, fou D7, tour prend D7, on joue roi C8, obligé dame prend B6, la dame est clouée, dame prend B6, on reprend en D7, il n'y a pas d'échec perpétuel, et le pion H3 va décider de la partie. Ok, un ordi sympa. Donc sur cavalier C2, évidemment, on joue roi A2, prise en B6, tour F7 échec. Ici, il faut quand même faire un peu gaffe, là, cette fois-ci, fou D7, bah, ça marche pas, la dame peut prendre. Sur roi B8, dame prend B6, donc on est obligé d'aller là. Et là, c'est encore au blanc de faire gaffe, parce que dame prend B6 échec, c'est tentant, mais ça perd. Il n'y a plus d'échec, et on est foutu. Donc comment on fait match nul? On joue tour F8 échec. Le roi peut pas s'échapper par là, il y aurait échec et mat, rattrapé par la police. Il doit aller ici, et on répète, et match nul comme ça. Ça aurait été une magnifique nulle de combat. Et donc, après cavalier B4, Irina Krush a enfin commis l'erreur décisive, tour prend A6, et à partir de là, Carissa ne va plus la lâcher. Fou prend A6, dame prend A5 échec, roi D7, et la dame est étrangement impuissante, pas d'autre échec, donc c'est prend B4. Là, il faut jouer avec précision quand même, dame G3 échec, bon, c'est pas trop dur, et sur tour B3, c'est très joli. Un seul coup pour gagner, dame E1, sacrifie le pion H3, et sur tour pour H3, on fait dame 5 échec, et sur roi B3, qu'est-ce qu'on joue? Fou point C4, échec et mat. Très joli mat, encore une fois. Roi A2, c'est pas beaucoup mieux, parce que certes, on a tour B3, mais bon, bah du coup, dame C2, etc. On va perdre la tour sur échec, enfin, on va tout perdre, et c'est foutu. Donc après dame G3, il y aura B2, et mais là encore, ça va être la razzia sur échec. Échec, 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 et H2, et enfin un abandon d'Irina Krush. Et donc Carissa a continué à gagner. Elle est à 8 sur 8 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Va-t-elle remporter ces 3 dernières parties pour gagner les 64 000 $ du prix Bobby Fischer? Bon. Conclusion de ce championnat des États-Unis dans 3 jours. On verra bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un petit like ou un petit commentaire. Je vous rappelle que je suis entraîneuse et donc si vous voulez des cours particuliers avec moi, vous pouvez me contacter. Il y a les liens dans la description. Merci, bonne fin de journée ou bonne fin de soirée. À bientôt, ciao.